Merci évidemment à la médiathèque pour l'invitation. Alors c'est une invitation qui a été reportée du fait des multiples confinements et reconfinements. Et donc je suis ici pour vous présenter ce livre qui est sorti à la toute fin 2019 en fait, intitulé donc Femmes de presse, femmes de lettres, et qui porte sur les femmes journalistes dans la grande presse, la presse généraliste, de 1836 à 1944. En fait, il y a un sous-titre, et j'expliquerai un petit peu le hiatus entre ma chronologie jusqu'en 1944 et le sous-titre de Delphine de Girardin à Florence Aubenas. Je vais expliquer un petit peu plus tard pourquoi finalement je suis allée dans le sous-titre jusqu'à Florence Aubenas. Alors vous voyez, je vous ai mis un peu pour vous appâter, parce que c'est... Évidemment, vous vous doutez qu'il y a beaucoup de femmes inconnues, méconnues, oubliées dans ce livre. Donc pour vous appâter, je vous ai mis quelques-unes des plus célèbres. J'espère que vous les avez reconnues. En haut, là-haut, Colette, George Sand, Duras et évidemment Florence Aubenas. Alors, durant cette conférence, je vais tenter de revenir d'abord sur la manière dont les femmes ont été justement invisibilisées dans le journal, avant de réfléchir avec vous sur les raisons profondes de cette invisibilisation. Et puis, en fait, ce que je voudrais surtout vous montrer à travers une histoire longue de la presse, c'est comment elles ont résisté à cette invisibilisation, qu'est-ce qu'elles ont inventé dans le journal pour finir par s'imposer quand même dans un milieu qui n'était pas pensé pour elles. Alors peut-être que je vais préciser d'abord d'où je parle. Vous avez vu, je suis professeure à l'université de Montpellier 3. Je suis professeure de littérature et surtout je suis une pure chercheuse en histoire de la presse. C'est-à-dire que j'ai fait toute ma carrière en réfléchissant sur les rapports entre presse et littérature sur une chronologie longue. Je ne suis donc pas une spécialiste de l'histoire des femmes ou du genre. Et je n'ai pas non plus obéi à une sorte d'injonction contemporaine autour de la reconsidération de la place des femmes dans l'histoire. En fait, j'ai consacré beaucoup de temps, plus de 10 ans à écrire ce livre, c'est d'abord à cause d'une sorte d'effarement. Une sorte d'effarement qui a grandi au fil de mes années de recherche. Ma surprise, elle n'est pas venue du faible nombre de femmes journalistes dans la grande presse. Avant la Seconde Guerre mondiale, je m'y attendais évidemment pour plein de raisons, notamment parce que je venais de la littérature et que les femmes écrivaines, il n'y en a pas beaucoup non plus. Mais plutôt, l'effarement est venu de la manière dont l'histoire de la presse les avait traitées, et notamment les avait complètement effacées, alors même qu'elles étaient parfois à l'origine de pratiques, de postures et d'écritures innovantes qui ont été évidemment reprises abondamment par les hommes. Alors peut-être que le plus simple, c'est que je vous montre quelques exemples de cet oubli. Alors peut-être la première qui m'a vraiment arrêtée, c'est Delphine de Girardin. Et le fait que Delphine de Girardin, qui a inventé dans le journal La Presse, à partir de 1836, l'un des genres journalistiques les plus représentatifs et les plus féconds du XIXe siècle, c'est-à-dire la chronique. C'est elle, le premier grand chroniqueur. En fait, c'est une chroniqueuse. Et le fait que cette Delphine de Girardin, elle soit largement absentée des histoires de la presse, on trouve par exemple dans l'histoire générale de la presse française, vous voyez, en 5 gros volumes, on en trouve une mention, et en plus, cette mention, c'est pour dire que c'était l'aimable femme d'Émile de Girardin. Donc vous voyez, une fois de plus, alors Émile de Girardin, évidemment, c'est un homme de presse essentiel, c'est lui qui a fondé le journal, mais son épouse a fondé un grand genre journalistique et elle apparaît uniquement, effectivement, comme une femme mariée. Pourtant, la chronique sera reprise sous le Second Empire par tous les opposants politiques à Napoléon III, qui utiliseront cette écriture, qui est une écriture ironique, du sous-entendu, une écriture oblique, par exemple Henri Rochefort, Jules Vallès. Donc beaucoup d'hommes ensuite vont assumer cette
cette écriture. Et aujourd'hui encore, il suffit d'écouter France Inter le matin, je ne sais pas si c'est dans vos habitudes, ou de regarder Quotidien le soir, pour voir combien les chroniqueurs humoristes ont une place importante dans les médias audiovisuels contemporains. Eh bien, Delphine de Girardin, c'est cette manière de parler de l'actualité de manière un peu décalée, en réfléchissant beaucoup aux mots, au discours qu'elle a inventé. Alors, autre femme journaliste qui a complètement aussi largement méprisée par les histoires de la presse, je ne sais pas, bon, son nom est indiqué, donc je ne vais pas vous la faire reconnaître, ça serait trop facile, Séverine, première femme journaliste professionnelle, au sens où elle a tiré toute sa vie l'essentiel de ses revenus de son activité journalistique. La plupart des autres femmes journalistes antérieures dont je vous parlerai, George Sand, Marie Dagout, étaient aussi des écrivaines importantes et elles tiraient leurs revenus de la librairie, de l'édition. Donc Séverine, c'est la première femme à vraiment avoir tiré l'essentiel de ses revenus du journal. C'est la première femme recherchée par toutes les rédactions de quotidien, quel que soit leur bord, à la Belle Époque, pour tenir l'édito de première page, donc vraiment la rubrique essentielle, parce qu'on va voir que très souvent, quand on les tolère, elles vont être reléguées à des places qui sont des places subalternes. Eh bien, et Séverine, qui est aussi la première, peut-être une des premières femmes françaises reporters, là vous la voyez habillée en mineur pour descendre dans la mine à Saint-Étienne en 1900 au moment d'un gros coup de grisou, donc avec même l'idée qu'on met son corps en danger, c'est ça le reportage, on va sur le terrain, on met son corps en danger au service de l'information. Eh bien Séverine, elle aussi, elle qui s'était fait aussi embaucher comme ouvrière dans une usine en grève et qui était donc parmi les premières en France à expérimenter le reportage d'immersion, eh bien, Séverine, elle est citée certes 5 fois dans l'histoire de la presse, mais jamais, me semble-t-il, ou en tout cas m'a-t-il semblé, à bon escient, c'est-à-dire pour célébrer l'inventivité de cette femme journaliste. Donc, dans l'historiographie traditionnelle de la presse, pratiquement toutes les grandes femmes journalistes ont été évacuées de la scène. Significatif encore, et ce sera mon dernier exemple de ce type, l'ouvrage de Marc Martin, spécifiquement consacré donc à une période plus tardive, les grands reporters donc, qui sont intervenus à partir de la fin du XIXe siècle et notamment dans l'entre-deux-guerres. Eh bien, Marc Martin, qui est un historien de la presse très important, qui a consacré des ouvrages essentiels à l'histoire des médias et des journalistes, à l'histoire de la publicité, à l'histoire de la presse régionale, qui était une sorte de maître pour moi, eh bien, son livre sur les grands reporters, il est emblématique à beaucoup d'égards d'une minoration du rôle des femmes grands reporters. Alors évidemment, elles étaient peu nombreuses, je le reconnais volontiers, mais même lorsqu'elles existaient, même lorsqu'elles ont fait jeu égal avec les hommes de leur temps, elles sont effacées. D'emblée, il propose une liste assez significative. Albert Londres reste le modèle des grands reporters de la Belle Époque, n'ayant qu'un seul vrai rival de sa taille, Joseph Kessel. Mais bien d'autres se sont illustrés dans le grand reportage. Alors, il suit une longue liste, Giffard, Huré, Stigler, Ludovic Nodo. Et au milieu de cette longue liste, une seule femme, André Violis, pas trace de Séverine, pas trace de Titaïna ou d'Isabelle Eberhardt. Une seule, donc Violis, la voilà, échappe à l'oubli général, noyée dans toute une série de noms d'hommes. Alors que Violis, pour quelqu'un qui est spécialiste de la presse mixte, c'est quand même quelqu'un qui est allé sur tous les terrains de guerre, notamment, qui a dénoncé le colonialisme dans un livre très courageux qui a fait date, Indochine SOS, qui a cofondé l'hebdomadaire Vendredi et qui a une liste de reportages repris dans l'édition longue comme le bras. Eh bien, même Marc Martin ne semblait pas faire grand cas, par exemple, de l'appréciation d'Albert Londres lui-même, qui, en 1927, déclarait « Parmi les malandrins que nous sommes, une femme un jour demanda place. Nous la rencontrâmes dans le train. À la frontière, elle défendit victorieusement ses droits de reporter. Elle devait avoir trop d'argent dans son sac et pas assez de visa sur son passeport. Elle s'appelait André Violis, et les jours où la bascule était généreuse, elle pouvait peser 47 kilos. » Bon, je le laisse
faire cette remarque. Du fait que cette femme voyageait sans malle et sans carton à chapeau, nous comprîmes tout de suite qu'elle avait la vocation. Nous la vîmes en Irlande, à Londres, à Rome. Elle circulait comme un homme dans les rues en révolution. Allions-nous chez un président de la République? Nous la trouvions déjà assise dans un fauteuil en face de lui. Maintenant, nous nous y sommes faits. Au début, nous avons eu souvent l'envie de prendre cette concurrente et de la jeter par la fenêtre. Alors, dans la suite de son livre, Marc Martin, qui aime bien les podiums et les palmarès, ne corrige jamais cette erreur de perspective. Pour moi, effectivement, et je vous dis, je ne viens pas de l'histoire des femmes, je viens vraiment de l'histoire de la presse. Violis et Londres, c'est du même acabit. Il écrit par exemple, s'il fallait ajouter un nom à ceux d'Albert Londres et de Joseph Kessel pour désigner les 3 plus brillants reporters de l'entre-deux-guerres, ce serait celui d'Henri Béraud. Alors que son livre consacre un chapitre à chaque reporter qu'il considère comme important, il n'en dédie aucun à Violis. Et j'ajouterais même, si j'étais un peu méchante, mais on est entre nous, que toutes les lignes consacrées à des femmes dans l'ouvrage de Marc Martin sont de seconde main. Et c'est très significatif pour cet immense historien. Donc, mon livre a démarré de ce constat, bien avant d'ailleurs le déclenchement du mouvement #MeToo. C'est vrai qu'il il est paru opportunément à ce moment-là, et donc il a reçu par exemple le prix des Assises du journalisme parce qu'il était dans une sorte de mouvement de réhabilitation des femmes. Alors, deuxième temps, ces historiens finalement d'aujourd'hui ou du second XXe siècle, un peu méprisants, ils ne font que suivre les contemporains de ces femmes journalistes, qui ont constamment fustigé, ostracisé les femmes qui s'aventuraient dans la presse. Il y a une sorte de moquerie générale pour ces femmes, notamment parce qu'elles faisaient un métier d'homme, souvent on les virilise. Barbé d'Aurevilly écrit de Marie Dagou qu'à chaque fois qu'elle écrit un mot pour un journal, elle se demande « suis-je assez mâle comme cela ?» Et une des caricatures les plus connues de l'époque, qui représente Sand en costume d'homme, mais vous voyez, avec des hanches larges, une taille fine et une bonne poitrine, dans un nuage de fumée, montre à ses pieds toute une série de journaux et de brochures, signe que pour l'époque, le journalisme pratiqué par les femmes constituait une forme de transgression, comme la cigarette ou le costume. Alors, un siècle plus tard, la représentation d'une autre journaliste reporter que sans doute vous ne connaissez pas, je vous ai dit aussi que j'allais évoquer des femmes qui sont importantes dans l'histoire de la presse, mais qui ne sont pas passées à la postérité. Marie Choisy insiste aussi sur l'ambiguïté, cette caricature insiste aussi sur l'ambiguïté genrée que constitue Marie Choisy. Alors, même si pour elle, vous voyez à côté la photographie, elle a pratiqué beaucoup un type de reportage déguisé en homme, donc on comprend peut-être un peu plus la caricature. Notamment, elle s'est infiltrée sous ce déguisement pour lequel elle s'était fait rétrécir les seins. À une époque, dans les années 20, où c'était la mode, ce physique androgyne. Et donc, elle s'est introduite sous ce déguisement chez les moines du mont Athos, où évidemment les femmes étaient proscrites. Et donc elle a fait un livre qui a connu un immense succès de scandale qui s'appelle « Un mois chez les hommes ». Après d'ailleurs avoir s'être introduite dans les maisons de passe, déguisée en prostituée, avec un livre qui s'appelait « Un mois chez les filles ». Moi, M-O-I-S. Mais bon, on voit bien que c'est aussi... il y a une polysémie, qu'on entend aussi l'affirmation de la femme reporter. Donc, voilà encore une caricature, caricature virilisée en 1848 de Delphine de Girardin, qui témoigne de la difficulté des contemporains à accepter la femme journaliste. Alors en plus, en ce qui la concerne, elle est identifiable à sa lyre de poétesse, qu'elle a mis de côté, parce qu'avant elle était poétesse dans les salons, avant de devenir journaliste. Mais on voit, elle a des cheveux de méduse, elle a une ceinture en forme de serpent, elle a des doigts crochus, des pieds fourchus. Tout indique la créature diabolique et contre nature. Donc, parce qu'elle se déplaçait sur le terrain et dans la rue, les femmes journalistes étaient aussi souvent considérées comme des dévergondées. Leur réputation était flétrie, elles étaient décrites comme scandaleusement libres, et c'est même un lieu commun
tout au long de la période, 1836-1944, que l'assimilation de la femme journaliste à la prostituée. Colette a la réputation très sulfureuse, je vous l'accorde, parce qu'elle avait affiché sa liaison lesbienne avec Mathilde Mornay et parce qu'elle s'était déshabillée sur la scène du music-hall, raconte ainsi, dans son style drôlatique et un peu vicieux, comment son entrée au Matin en 1909 fut accueillie par l'un des 2 rédacteurs en chef du journal. Alors, il faut faire attention à ce qui se dit là. Stéphane Lausanne, apprenant de Charles Sowern, environ en 1909, que je donnerais au Matin un conte par semaine, posa son stylo. Si cette personne entre au journal, j'en sors incontinent. Incontinent me paraît fortement exagéré, répartit Charles Sowern. Vous la connaissez ? Stéphane Lausanne rougit pour la première fois de sa vie. Moi, connaître cette saltimbanque, cette 3 petits points, et on voit bien ce qui est sous-entendu ici. Alors, le discours qui les stigmatise, et c'est très facile, vous repérez, vous rentrez femme journaliste dans Gallica ou dans Retro News, et vous voyez surgir des dizaines et des dizaines d'articles qui stigmatisent les femmes journalistes. Eh bien, ce discours est d'autant plus frappant qu'en fait, elles sont très peu à avoir réussi à s'imposer dans le magistère des journaux avant 1944. Donc, une débauche de moyens pour finalement quelques individus. Elles se comptent sur les doigts d'une main sur la monarchie de Juillet. Attention, mon livre ne porte pas sur la presse féministe ou la presse féminine. Je travaille vraiment sur les grands quotidiens, essentiellement sur les grands quotidiens. Elles sont peut-être une centaine en 1928. Elles sont 175 à avoir une carte de presse en 1938, sur un total estimé de 5000 journalistes, soit à peu près 3%. Vous pensez qu'aujourd'hui, on arrive à peu près à équité, on est à peu près à 50%, sachant que les postes sont revendiqués par les femmes journalistes ne sont pas exactement les mêmes, enfin on pourra en parler, que ceux des hommes journalistes aujourd'hui. Alors, on peut s'interroger, si vous voulez bien, c'est mon 3e temps, sur les raisons fondamentales de cette exclusion, et je crois qu'il faut l'expliquer par une différenciation spatiale et temporelle de la société. D'abord, être une femme journaliste, c'est fondamentalement donc, et pas dans toute la période, avoir un rapport différent au terrain, à l'entreprise et à l'écriture. Alors, entendez-moi bien, je ne postule pas du tout dans le livre des essences sexuées. Pour comprendre pour quelles raisons les femmes journalistes ont eu besoin de se trouver des modèles emblématiques, de se créer des postures spécifiques, de se chercher des lieux caractéristiques et des écritures propres, il faut revenir au caractère social de l'écriture journalistique. Elle est d'abord témoignage, restitution d'un certain rapport au réel. Elle est ensuite une activité économique, rétribuée, qui s'exerce dans des structures d'entreprise. Et c'est enfin un travail exercé dans le cadre de collectivité, d'une collectivité et de réseau. Et dans ce cadre, les femmes présentent plusieurs particularités qui distinguent leur activité journalistique de celle des hommes avant 1944. Alors déjà peut-être la date de 1944, j'imagine que vous voyez pourquoi je l'ai choisie. C'est le droit de vote, bien sûr, qui change évidemment tout. Alors d'abord, la première différence, c'est leur socialisation, c'est-à-dire leur initiation à certaines valeurs, à certaines normes, à certaines règles. Socialisation qui est organisée par l'Église, par l'école, par la famille. Et cette socialisation, elle est évidemment spécifique et sans doute explique de manière quasiment anthropologique leur exclusion de la presse. Et d'ailleurs, quand on regarde dans le détail, ce que je n'aurai pas le temps de faire évidemment aujourd'hui, eh bien, les grandes femmes journalistes, elles ont souvent eu aussi une éducation tout à fait spéciale, et pas l'éducation lambda des jeunes filles de l'époque. Souvent d'ailleurs, leur père était déjà journaliste, ou leur père leur a inculqué très tôt un certain rapport à la presse, etc. Enfin, on pourrait y revenir aussi. Donc, longtemps, le rapport au temps qui leur a été imposé était particulier. Et si j'insiste sur ce rapport au temps, c'est parce qu'évidemment, le journal, c'est aussi
un temps médiatique, notamment pour le journal La Grande Presse, c'est un temps quotidien, eh bien, des expériences largement partagées voulaient que l'expérience des femmes relève d'un temps différent de celle des hommes. Le temps des femmes, attention, hein, ce n'est pas ma position, évidemment, vous comprenez que c'est la manière, enfin, vous n'avez pas de mal à comprendre que c'est la manière dont le journal, par exemple, mais aussi l'école, mais aussi la famille, rend compte du temps des femmes. Or, le temps des femmes, il est plus répétitif, il est étroitement lié à la transmission et à l'entretien de la vie, voire à un ordre cosmique, dans le meilleur des cas. Plus archaïque, ce rapport au temps, les situer loin du temps socialisé, linéaire, est lié aux valeurs de progrès, d'action et de transformation du monde qui est supposé régir, de façon très contraignante d'ailleurs, la vie des hommes. Et tant que la presse contribue grandement à façonner et à imposer. Les femmes au XIXe siècle, elles ne semblent ni préparées, ni habillées même, pour courir le steeplechase à la nouvelle que dénonce Jules Vallès quand il s'exclame « L'actualité, l'actualité, il faut courir après elle, où elle se trouve. Il s'agit, dans ce steeplechase à la nouvelle, d'arriver le premier. » Pour une femme, c'est plus difficile que pour un homme. Alors, on a souvent affirmé que cette expérience autre du temps les laisserait massivement hors histoire. Leur histoire à elles, c'est le roman, écrivait par exemple Charles Nodier. Donc les rendant assez inexistantes pour l'historiographie, puisque rien dans leur vie ne ferait date. Ainsi, de cette vieille femme dont parle Virginia Woolf dans Une chambre à soi. Et si quelqu'un demandait, impatient de préciser le moment, grâce à une date ou une saison, mais que faisiez-vous le 5 avril 1868 ou le 2 novembre 1875 ? Son regard deviendrait vague et elle dirait qu'elle ne peut se souvenir de rien. Car tous les dîners sont préparés, les assiettes et tasses lavées, les enfants envoyés à l'école et partis à travers le monde. Rien ne reste de cela. Tout a disparu, tout est effacé. Et donc, vous voyez ce que je veux dire, hein, les gestes et préoccupations anodins, répétitifs et privés qui occupent la vie des femmes ne semblent pas mériter, pendant un très long XIXe siècle, plus que dans l'histoire, leur inscription dans le journal. Elles sont largement exclues du journal. Les connotations, d'ailleurs, qui s'attachent en français aux substantifs quotidien et journal, suggèrent bien ces deux expériences du temps. Le quotidien d'une femme évoque la répétition, hein, c'est ce que dit Virginia Woolf ici, de jours sans événement et l'écoulement de l'ordinaire plutôt que la feuille imprimée qui vise chaque jour à rendre compte de ce qui arrive et de ce qui change. Le journal d'une femme, dans les représentations culturelles dominantes au XIXe siècle, il suffit de regarder Philippe Lejeune, en tout cas pour les classes aisées, c'est donc son journal intime, support d'une écriture pour soi ou pour les proches, destinée à recueillir la chronique de ce qui justement n'a pas de place dans le quotidien. Donc, quel que soit, et je suis bien d'accord, hein, vous vous doutez que je ne fais pas l'apologie là aucunement de la femme au foyer, quelles que soient les critiques et les contre-exemples qu'on peut et qu'on doit bien sûr objecter à ce dualisme, et toutes les femmes journalistes que je vais vous présenter sont des opposantes à ça, eh bien, l'emprise de cet imaginaire sur les représentations et les mentalités est telle qu'on ne peut pas aisément l'écarter. Hommes et femmes, au XIXe siècle, vivent-ils les mêmes événements? Et sont-ils pris dans une même temporalité? Enfin, sans même considérer le XIXe siècle, hein, je regardais récemment le Marie-Claire des années juste avant la Seconde Guerre mondiale, mais on est effaré de voir l'absence d'évocation de l'actualité la plus brûlante. On s'est longtemps attendu, par préjugé, à ce que les grands événements publics touchent moins directement les femmes, occupées qu'elles seraient à des soucis plus frivoles, comme le suivi des modes vestimentaires qui va notamment beaucoup occuper Delphine de Girardin, ou au contraire plus fondamental, comme la transmission de la vie et le bonheur de la famille. Sont-elles sensibles à tous les événements consacrés par la presse,
ou beaucoup ne seraient-ils perçus comme tels que par les hommes? Il faut faire cet effort, hein. C'est très compliqué cet effort pour essayer de revenir en arrière et essayer de comprendre aussi l'imaginaire qui entoure un temps avant de comprendre, pour comprendre l'exclusion. Si hommes et femmes sont également pris dans la croyance au progrès qui marque le siècle, on peut cependant douter qu'ils s'inscrivent dans une périodisation complètement identique. J'en veux pour preuve La Fronde de Marguerite Durand, sur le journal sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qui est un quotidien entièrement rédigé par des femmes à partir de 1897. Eh bien, ce quotidien donnait comme date, hein, si vous avez des bons yeux, vous verrez là-haut la datation. En fait, le journal était daté avec 4 systèmes de datation, 4 calendriers différents, républicains, russes, protestants et juifs. Et je pense que ce système de datation souligne délibérément le caractère arbitraire de tout découpage du temps et suggère que les femmes qui font ce journal refusent de choisir entre des modes de datation qui tous sont, à leurs yeux, ceux des hommes. Donc le temps, d'un côté, un temps de l'actualité contre un temps de la maison plus répétitif. Deuxième chose qui différencie fondamentalement les hommes des femmes, c'est aussi une partition différente évidemment des espaces, en un sens à la fois littéral et symbolique. Si on admet que le journal est tout entier situé au cœur de l'espace public et fonctionne comme un instrument de médiation entre les personnes, il en découle qu'il ne concerne alors les femmes que de manière longtemps problématique et contradictoire. Notamment la redéfinition des rapports de genre dans le dernier tiers du XVIIIe siècle. Il faut penser que le XVIIIe siècle a été un siècle beaucoup plus libéral pour les femmes, évidemment, de la haute société. Je ne parle pas des femmes du peuple. Donc la redéfinition des rapports de genre dans le dernier tiers du XVIIIe siècle impose une partition des rôles qui tend à exclure les femmes d'un espace public qu'on voudrait désormais réserver aux hommes et dont la presse a été un facteur majeur de constitution. L'ère post-révolutionnaire voit s'affirmer un nouveau modèle d'espace public construit autour du journal, du café ou du club et du cabinet de lecture. Et ce modèle reprend certes et adapte des modèles de sociabilité d'ancien régime qui étaient construits autour, par exemple, autour de la cour, des salons et de la pratique de la conversation. Mais et dans ce modèle-là, les femmes jouaient un rôle important, dans les salons par exemple, mais il tend surtout à supplanter les femmes, du moins en ce qui concerne les aristocrates ou les bourgeois aisés, les femmes se trouvant bien plus exclues de ces nouveaux lieux où se fabrique et se diffuse l'opinion que dans le schéma précédent. Donc l'étrangeté supposée des femmes à l'univers du journal demanderait pour être saisie une sorte d'anthropologie très fine de la lecture. À une époque où un adage hostile aux femmes rappelle volontiers que l'encre sied mal aux doigts de rose, le contact du journal doit faire redouter aux lectrices de se salir les mains, au propre comme au figuré. Et donc celle-ci, pour la plupart, ne dispose pas pour sa lecture ni de lieu, ni de moment prévu. Et l'augmentation du format, la visibilité ostentatoire de l'objet, il faut penser que, par exemple, c'est des folios, les journaux d'époque, ils ne sont pas faits pour être transportés. Donc le format pouvait contribuer à rebuter le lectorat féminin. Alors dans la tradition picturale, si on trouve bien sûr des lectrices de journaux, ce sont surtout les hommes que l'on voit représentés, s'absorbant dans la lecture d'un quotidien largement déployé, à moins qu'il ne se cache derrière lui. Vous voyez aussi cette image célèbre de Vallotton. Et vous voyez encore ici une femme enceinte a abandonné significativement la lecture du journal, un signe qu'elle désormais elle se consacre à des choses plus importantes. Alors cette différenciation sociale, spatiale et temporelle se trouve évidemment confortée par le statut légal des femmes, tel que l'a défini le Code Napoléon en 1804, qui définit les femmes, qui donne aux femmes un statut de mineur. Il leur manque un certain nombre de droits essentiels, notamment dans le cas de la femme mariée,
comme par exemple la liberté du choix du métier ou des études, hein, jusqu'à très tardivement en fait. Alors c'était assez, au bout d'un certain temps, c'était assez fictif, mais elles étaient censées demander à leur mari ou à leur père la permission d'assumer une profession. La liberté du choix du métier ou des études, l'indépendance des ressources aussi leur était refusée, ce qui non seulement entravait leur activité, mais d'une manière plus insidieuse, entraînait un rapport au monde totalement différent. Elles sont subalternes dans la société, elles ne sont pas légitimes dans certains lieux publics comme les universités, les académies ou les espaces politiques. Et même bien sûr, si progressivement, entre 1848 et 1944, certains interdits se lèvent, le facteur principal qui fondamentalement exclut toute possibilité de traiter leur activité journalistique comme similaire à celle des hommes, c'est le fait, hein, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, que jusqu'en 1944, elles n'ont pas le droit de vote, ni le droit de se faire élire à des postes importants dans cette sphère publique dont le journal rend compte. Alors bien sûr, je vais y arriver, certaines vont tirer de cette exclusion de la sphère publique, évidemment, vont retourner le stigmate et vont en faire une sorte de force. Parce qu'elles n'ont pas le droit de vote, elles n'ont pas la possibilité d'être élues, donc elles ont une certaine indépendance. Et donc elles peuvent jouer de cette indépendance pour prétendre avoir des postes importants de commentaires de l'actualité dans le journal. Mais évidemment, elles seront très peu à pouvoir faire ça. Donc à partir de là, à partir de ce que j'ai rapidement brossé, hein, et de manière, j'espère pas trop caricaturale, mais il faut revenir là-dessus pour comprendre l'impossibilité pour la plupart des femmes d'entrer dans le journal et pour comprendre aussi pourquoi, j'y insisterai pas beaucoup, mais on pourrait y revenir dans la discussion, pourquoi la plupart de celles qui sont entrées dans le journal, c'était des femmes d'eux, des filles d'eux, etc. Elles sont entrées, mais aussi exceptionnelles et géniales soient-elles, et certaines sont vraiment géniales, elles sont entrées dans le journal grâce à l'appui de certains hommes, au moins jusqu'à cette Seconde Guerre mondiale, hein, qui constitue une sorte de borne au-delà de laquelle je n'irai pas. Donc comment imaginer qu'elles puissent restituer le réel de la même façon que les puissants? Comment imaginer que leur positionnement de terrain, c'est-à-dire les conditions d'accès à la profession si difficiles, leur statut professionnel, leur habillement, leurs droits politiques inexistants, très différent de celui des hommes, n'ait pas d'influence sur leur positionnement textuel. Le ton, la voix, l'usage de la performativité, le rapport à l'objectivité, le choix des rubriques, des postures et des points de vue. En fait, c'est pour ça que c'est une littéraire qui a fait ce livre, parce qu'il fallait aussi regarder ces productions comme des productions de la ruse, des productions du double sens, et donc des productions littéraires. Donc j'en arrive à la thèse qui a finalement, après beaucoup de lectures et de comparaisons, nourri ce livre. Ma thèse, donc, c'est que le journalisme des femmes françaises a été d'autant plus inventif qu'il était contraint. Et que, en fait, sa méconnaissance, sur laquelle je me suis expliquée, liée notamment à la fabrique au XXe siècle d'une histoire de la presse française peu intéressée par la question du genre, donc sa méconnaissance a nui à une juste appréciation de leur place dans le paysage médiatique. Alors là, vous vous dites peut-être, oui, elle est aveuglée par son sujet, elle a envie de réhabiliter ses femmes. C'est parce que vous ne me connaissez pas bien, parce que ce n'est pas vraiment dans mon caractère. Ça fait longtemps que je travaille sur des auteurs mineurs. C'est un peu... je sais faire la balance, mais là, vous allez voir, il y a vraiment des inventions qui sont des inventions absolument géniales. Donc au XIXe siècle, puis dans la première moitié du XXe siècle, les femmes journalistes vont trouver des réponses, c'est-à-dire des pratiques, des postures, des écritures diverses pour résister aux contraintes politiques, économiques et sociales. Le livre s'arrête en 1944, car après cette date, la proportion des femmes journalistes augmente nettement. Elles sont beaucoup mieux acceptées dans la société et dans les médias, et celui qui prétendrait être capable à l'aveugle d'identifier une écriture journalistique féminine s'avancerait à mon avis beaucoup. Donc, je m'arrête en 1944, mais cependant, certains articles ou certaines interventions plus tardives dans la presse témoignent d'une mémoire et du fait que
toutes les hiérarchies et toutes les contraintes n'ont pas disparu. Et donc je vous montre, pour vous expliquer le titre de mon livre, hein, de Delphine de Girardin à Florence Aubenas, pourquoi je ne me suis pas arrêtée à André Violis, par exemple, pourquoi j'ai souhaité, dans une très longue conclusion, revenir sur 3 ou 4 affaires qui m'ont semblé particulièrement emblématiques de la manière dont certaines ségrégations ou certaines exclusions restaient. Donc, je reviens abondamment sur cette affaire que, sans doute, vous avez en mémoire. Hein. C'est l'article de Marguerite Duras sur l'affaire Grégory, le 17 juillet 1985 dans Libération, à la manière très littéraire dont elle a traité le fait divers et l'espèce d'halali qui en est sorti. Notamment, son article était accompagné d'un petit avertissement de Serge July qui disait « Attention à considérer avec beaucoup de précaution, cet article, cette dénonciation de Christine Villemin est à considérer avec beaucoup de précaution. » Et puis l'autre expérience, peut-être que vous avez rencontré, c'est l'expérience d'immersion de Florence Aubenas dans une ville du Nord pendant 6 mois. Donc, mais je reviens en arrière. La difficulté, c'est donc au XIXe siècle, dès les années 1830-1840, au moment de la première grande révolution médiatique, s'organise un discours global d'exclusion des femmes du journalisme. Cette discrimination, elle se justifie, je l'ai dit, par un modèle de sexuation de l'espace public qui s'est précisé à la fin du XVIIIe siècle. La femme, selon des traités de physiologistes et de médecins, elle est déterminée par son corps, elle est déterminée par son sexe, elle est déterminée par sa capacité à engendrer, elle est définie à travers la famille et l'intérieur, qui sont ses domaines propres, alors que l'homme, il est moins soumis à son corps et sa nature le destine à la vie extérieure. Et donc une sémantique s'établit pour désigner les caractères masculins et féminins par contraire. Alors hiérarchisé évidemment au profit du masculin. Indépendant, dépendant, rationnel, émotionnel, propre à l'activité publique, propre à l'activité domestique. Je vais peut-être vous montrer une citation d'un journaliste qui stigmatise Delphine de Girardin en 1843, qui offre un très bon exemple de ce que donne une interprétation radicale de la bipartition homme-femme appliquée au journalisme. Bon, c'est une citation, et là je vous prie de me croire sur parole, j'aurais pu en donner des centaines et des centaines. Donc voilà ce qu'écrit La Javenet. La double position de femme et de journaliste a quelque chose d'étrange qui arrête et choque tout d'abord l'esprit le moins timoré. Et qu'ont en effet de commun cette vie publique et militante, ces hasards d'une lutte sans fin, cette guerre avancée de la presse avec la vie cachée du foyer, avec la vie distraite des salons? Est-ce que des voix frêles et élégantes sont faites pour se mêler à ce concert de gros mots bien articulés, de voix cassées et injurieuses qui retentissent chaque matin dans l'antre de la polémique? Alors on voit bien qu'avec ce système, c'est une exclusion radicale des femmes de la presse qui est proposée. Alors il y a une version moins, qui est la version plus générale, qui est moins drastique. Et vous voyez, de cette interprétation de la théorie des deux sphères tolère une écriture journalistique féminine selon les limites suivantes. Les articles sérieux, les plus importants en fait, le premier pari, c'est-à-dire l'article politique, l'article de fond, la critique, le reportage, les débats parlementaires, le fait divers, enfin tout ce qui nourrit le journal, c'est les hommes, oui. Et les femmes, on tolère la chronique de mode et, après Delphine de Girardin, à l'extrême limite, la chronique spirituelle. Et donc, on va avoir effectivement toute une école au XIXe siècle de la chronique spirituelle, dont vous voyez qu'elle est directement héritée de quoi au XVIIIe siècle? Je regarde si vous êtes en train de dormir. C'est des trucs de prof. Hein. Chronique spirituelle, c'est une sorte de maintien de ce que pouvaient faire les femmes aristocrates au XVIIIe siècle, c'est-à-dire voilà, tenir les salons. Hein. Elles étaient là, on leur donnait, il y avait une sorte
croyance commune. Une femme, oui, ça tient un salon, c'est drôle, c'est spirituel, etc. Donc la chronique spirituelle du journal, elle est directement héritée de cette possibilité que des femmes avaient de briller dans les salons. Et donc les femmes vont cependant inventer au fil du siècle des stratégies et des postures. J'ai bien campé mon décor et j'arrive maintenant à l'invention. Alors, je vais présenter les propositions qu'elles vont utiliser de manière grossièrement chronologique, selon leur ordre d'apparition dans le journal. Alors, je voudrais bien que vous vous mettiez aussi un petit peu à ma place. C'était la difficulté de faire un livre comme celui-là. Une fois que j'avais exploré, notamment, alors c'est un livre que j'ai mis longtemps à faire, parce que je me suis plongée dans les journaux. Et d'ailleurs, je remercie la BNF et tous les systèmes de médiathèque qui numérisent abondamment la presse et qui permettent de faire ces enquêtes qu'avant, évidemment, on ne pouvait pas faire, parce qu'il faut aller lire intensivement. Mais après, comment ordonner cette matière? Comment faire un livre qui se lise comme un roman et pas comme une suite de notices biographiques? Je ne voulais pas faire ça. Et donc, j'ai mis longtemps à trouver comment l'articuler. J'ai assez rapidement compris qu'il y avait une chronologie, évidemment, en fonction de l'évolution du journal, et qu'il y avait une sorte de stratification des réponses, et que le livre allait, en gros, de la chroniqueuse, de Delphine de Girardin, à la grande reporter. C'est deux postures totalement opposées. La chroniqueuse, femme spirituelle qui écrit depuis chez elle et qui se moque, souvent en réfléchissant sur le langage, se moque du discours social environnant. La reporter qui va sur le terrain, qui expose sa vie pour revenir avec l'information, donc deux postures totalement... Bon, évidemment, elles ne sont pas intervenues en même temps. La chroniqueuse, elle commence, c'est les premières femmes journalistes, donc autour de 1830, des années 30, et puis ça continue ensuite. Et les grandes reporters, la première grande reporter, c'est Isabelle Eberhardt, c'est au tout début du XXe siècle, et elles vont briller comme les grands reporters hommes, surtout dans l'entre-deux-guerres, et voire surtout dans les années 1930. Donc là c'était facile, il y avait une sorte de stratification. C'était pas seulement, cependant, des différences d'écriture ou des différences de genre, c'était aussi des postures sur le terrain, des manières de se présenter sur le terrain. Et en fait, à ce moment-là, ce sont les journalistes elles-mêmes qui m'ont aidée, parce qu'elles se qualifient. Elles se qualifient et elles cherchent des modèles. Et comme elles n'ont pas de modèle dans l'histoire de la presse, elles vont chercher des modèles, notamment dans la littérature, dans la mythologie. Et donc, voilà l'explication, pourquoi est-ce que mes types de journalistes, eh bien, elles sont identifiées à des grands modèles mythologiques. Donc je ressouligne cependant que ce n'est pas moi qui plaque ces modèles, souvent ce sont d'ailleurs des pseudonymes, des pseudonymes d'époque. Donc je vais aller assez vite pour chaque scénario, mais on pourra y revenir notamment au moment des questions. Donc je l'ai dit, les premières femmes à accéder au journal quotidien dans la première moitié du XIXe siècle sont, assez conformément à ce que préconisait la théorie des deux sphères, des chroniqueuses. Les histoires de la presse, je l'ai dit aussi, oublient souvent que la chronique spirituelle a été sinon inventée, du moins parachevée, par une femme, Delphine de Girardin. Alors, la chronique, c'est un genre tourné vers les intérieurs, les salons, la maison, les mœurs, qui sont des domaines traditionnellement considérés comme féminins. La chronique mobilise aussi des modes d'écriture qui sont généralement considérés comme autorisés pour les femmes, c'est-à-dire la conversation, la fiction, la lettre, l'écriture intime. La chronique de Delphine de Girardin, elle s'appelle « Le courrier de Paris », histoire de montrer que le modèle de la lettre, Madame de Sévigné par exemple, est aussi encore là très souvent convoqué. Et selon les contemporains, la chronique vaut moins pour ce qu'elle dit que pour la façon dont elle le dit. Pensez encore une fois aux chroniqueurs humoristes de France Inter et à ces chroniques qui ont fait, pendant le confinement, je ne sais pas si vous y avez été sensible, mais qu'on se passait, je ne sais pas, cette chronique sur l'expression « c'est la bamboche ». Je ne sais pas si vous l'avez... on arrête la bamboche.
Non, bon, ça n'évoque rien pour vous, mais il y a eu elle a été virale, cette chronique. Et tout le chroniqueur ne faisait que revenir sur l'expression d'un politique, la bamboche, c'est fini. D'accord ? Il n'y avait rien, il n'y avait aucune information, mais c'était à mourir de rire, c'était en plein dans l'actualité, il n'y avait pas de terrain, évidemment, et c'est ça la chronique. Delphine de Girardin, c'est grande championne de cette chronique spirituelle. Alors, je vous donne un exemple, j'espère que vous allez quand même, vous allez apprécier mon exemple. Alors, je vous explique, hein. La chronique, elle paraît dans la case feuilleton, d'accord, sous le trait, c'est-à-dire à l'endroit où généralement sera publié aussi le roman feuilleton. Et sous le trait, en fait, c'est toutes les interventions littéraires, poèmes en prose, romans feuilleton et chroniques. Donc vous imaginez, je vais vous lire un petit extrait, mais vous imaginez que c'est la première fois qu'elle intervient dans le journal, elle intervient dans cette case, et le paragraphe que je vais vous lire, c'est le premier paragraphe par lequel elle entre dans le journal. Vous imaginez aussi qu'au-dessus, c'est ce qu'on appelle le premier pari. C'est le mari qui tient le premier pari, hein, c'est Émile de Girardin. Le premier pari, c'est pontifiant, c'est de la rhétorique, c'est de l'éloquence, ça soutient le gouvernement, c'est ennuyeux, c'est pour les bourgeois, etc. Bon. Il faudra couper ça au montage. Donc, je vous lis l'ouverture. Il n'est rien arrivé de bien extraordinaire cette semaine. Une révolution au Portugal, une apparition de République en Espagne, une nomination de ministre à Paris, une baisse considérable de la bourse, un ballet nouveau à l'opéra et 2 capotes de satin blanc aux Tuileries. La révolution de Portugal était prévue, la quasi-république était depuis longtemps prédite, le ministère d'avance était jugé, la baisse était exploitée, le ballet nouveau était affiché depuis 3 semaines. Il n'y a donc de vraiment remarquable que les capotes de satin blanc. Enfin, moi, je trouve que c'est juste génial. Ça vous montre que c'est un anti-journal, un contre-journal, d'accord ? Exactement comme on a effectivement toutes ces émissions satiriques encore aujourd'hui qui, pour moi, sont directement reliées à cette double case et ce dialogue entre la case politique tenue par le mari, sérieuse, etc., et la case en dessous qui se moque, en quelque sorte, de ce qu'écrit le mari. Alors, ce genre, cette posture, ils vont être beaucoup pratiquée par beaucoup de femmes au XIXe siècle. Bon, des femmes journalistes dont je vous donne la litanie des noms, même si ça, juste pour que vous imaginiez combien elles étaient. Gérard Douville, Camille Delaville, Augustine Bulto, Jeanne Marny, Jeanne Tilda ou Gype peut-être, que peut-être vous connaissez un peu plus, dont j'ai mis la photo. La photo. Et donc, cette chronique, elle va être réinvestie plus tard, par exemple, par Colette, qui sera aussi une très grande chroniqueuse. Et enfin, j'arrête avec la chronique et les Pénélope, mais juste pour vous montrer que je ne vous mens pas, vous montrer qu'il y a bien des effets d'affichage, hein. Soit elle s'identifie par des pseudonymes. Voilà, je vous ai sorti la chronique d'Henriette de Nizan, très tardive, hein, vendredi 8 janvier 1937. Eh bien, cette chronique, chaque semaine, elle est publiée sous le titre « La tapisserie de Pénélope ». D'accord ? Façon de vous montrer que on s'inscrit dans la généalogie de Pénélope. Je vous rappelle que Pénélope, c'est celle qui reste à la maison pendant qu'Ulysse court les routes. D'ailleurs, il y aura un livre beaucoup plus tard, dans les années 1950. Alors, je vais écorcher le titre, mais en gros... reste à la maison Ulysse, c'est Pénélope qui part, et c'est une grande reporter, c'est les mémoires d'une grande reporter. Façon de vous montrer que cet imaginaire-là, il reste latent pendant très longtemps, hein, même. Bon. Alors, deuxième type de posture, une autre posture contemporaine de la première, hein, c'est aussi sous la monarchie de Juillet, c'est les publicistes ou les Cassandres, je vais expliquer pourquoi elles s'appellent les Cassandres, c'est les quelques femmes, une poignée, qui, au cours du XIXe siècle, n'ont pas renoncé à la parole politique dans le journal. La chronique, en fait, c'était une parole politique parfois, mais par défaut, d'accord ? Ironique, en fait. Là, c'est vraiment massivement politique. Alors cette posture, elle concerne des femmes qui appartiennent à l'élite, qui sont indépendantes financièrement et culturellement, et qui répètent constamment que leur statut de perpétuel mineur leur apporte une sorte de suprême lucidité sur le jeu politique. Une forme d'indépendance, puisqu'elles ne demandent aucune place,
et une forme de supériorité. Il faut être indépendant des hommes pour pouvoir tenir cette posture. C'est-à-dire qu'il faut avoir aussi une culture, des revenus, etc. Alors, qui assume cette posture? Marie Dagout, par exemple. Hein. Souvent, quand même, elles écrivent sous pseudonyme, Daniel Stern, George Sand, Juliette Adam. C'est ce genre de femmes hein, qui sont évidemment des monstres du journalisme. Et au nom de leur statut d'exception, elles arrachent un magistère politique au sein du journal. Les hommes disent, bon, celle-là, c'est un monstre, donc on va accepter qu'elle parle politique, mais c'est bien parce que c'est un monstre qu'on lui donne un espace politique dans le journal, et ça confirme que les autres doivent être exclus. Alors, elles vont mettre en scène une voix lyrique, prophétique et apocalyptique qu'elles placeront sous l'autorité de Cassandre. Alors, je ne vais pas vous lire cette citation de Marie Dagout, mais sinon la fin, hein, dont le sourire incrédule a rayé constamment depuis plusieurs années ma voix de Cassandre, toutes les fois que je me hasardais à parler d'une révolution prochaine, terrible et sanglante. Je vous rappelle que Cassandre, hein, c'est cette Troyenne qui a raison avant tout le monde, qui prévoit, qui voit en fait la catastrophe arriver. Alors qu'est-ce qu'elle voit comme catastrophe? Eh bien, Marie Dagout va prédire ici l'échec de la révolution de 1848. Ça va être une grande journaliste de 48. Juliette Adam ne va cesser après 1870 de prédire que la France va se retrouver assez rapidement de nouveau en guerre contre l'Allemagne. Geneviève Tabouis, que vous voyez ici, c'est plus tardif, hein, c'est dans l'entre-deux-guerres, eh bien elle va, comme d'autres, hein, comme par exemple Violis, elle va crier dans le désert contre la montée des fascismes, qu'elle va repérer assez tôt. Et là encore, s'appeler Cassandre, c'est aussi souligner le risque de ne pas être entendue. Et là encore, je vous mets une preuve, en quelque sorte, hein, de ce que je veux. C'est-à-dire qu'elle a bien, elle aussi, publié son autobiographie sous le titre « Ils l'ont appelée Cassandre ». Donc c'est bien d'elle dont elle parlait. Troisième scénario, le bouleversement le plus, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, le plus fécond dans l'histoire du journalisme des femmes. Il intervient en 1897 avec la fondation par Marguerite Durand d'un journal entièrement féminin, La Fronde. Pour éviter que les hommes prennent les places, on n'embauche que des femmes, y compris, disait Marguerite Durand, jusqu'à la concierge du journal, oui, pas d'hommes. Alors j'ai appelé ces frondeuses féministes et revendicatives les Bradamantes. Bradamante, c'est l'héroïne du poème épique du Roland Furieux de l'Arioste au XVIe siècle. Et Bradamante, elle se déguise en homme et elle se bat sur les champs de bataille comme un homme. Alors Bradamante, c'est aussi, je vous ai mis encore une fois la preuve, hein, c'est aussi un pseudonyme plusieurs fois utilisé par les femmes journalistes, notamment dans ce journal féminin La Fronde. Hein, je vous ai mis un petit extrait. Alors pourquoi est-ce que ce sont des Bradamantes? Eh bien parce que La Fronde, elle préconise pour les femmes un journalisme de terrain. C'est la première fois qu'on autorise les femmes à aller sur le terrain et un journalisme de reportage qui leur était jusque-là interdit. Impossible, avant cette fin du XIXe siècle, d'imaginer des femmes enquêtant dans la rue et a fortiori se déplaçant pour de longs voyages. Et il faut toujours un système justificatif. Donc comment La Fronde justifie-t-elle d'envoyer des femmes sur le terrain? Eh bien, elle le justifie en mobilisant cette théorie des deux sphères, en disant c'est parce que les femmes sont corps, c'est parce qu'elles ont une capacité plus grande à l'empathie, au sensualisme, c'est bien ce que la théorie des deux sphères dit, qu'elles auraient une capacité plus grande, plus certaine au reportage, qui est le reportage, hein, à cette époque-là, c'est un moi, un MOI, un corps qui se promène sur le terrain. Et notamment, ce reportage fait par les femmes est extrêmement sensible aux misères sociales, au peuple, aux victimes. Elles vont beaucoup, c'est un journalisme de subalternes fait aussi sur les subalternes. Elles vont pratiquer la nouvelle émotionnelle et ce que les Américains appellent aujourd'hui des soft news. Elles préconisent l'aide aux plus démunis, organisant des souscriptions charitables et surtout, très important, naît du côté du reportage féminin une nouvelle pratique journalistique, nouvelle pour la France en tout cas, appelée à avoir une longue postérité, celle du journalisme d'immersion, où on se déguise pour aller
On prend la place de la victime pour mieux témoigner. Quand je disais tout à l'heure que Obna qui s'immerge sous une fausse identité pendant 6 mois dans le nord de la France, en fait, et d'ailleurs, aujourd'hui, elle ne le revendiquait pas au moment de la parution du Quai de Ouistreham, mais maintenant, aujourd'hui, elle revendique, et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a une culture de la presse et de ces femmes de presse très importante. Alors Séverine, c'est la plus connue de ces frondeuses, mais il faut savoir que la fronde forme quasiment toutes les grandes femmes journalistes suivantes, quel que soit leur modèle de référence, depuis Colette jusqu'à Violis. Alors je passe très rapidement sur les aventurières, les modernes Amazones qui parcourent le monde dans une perspective ethnologique. Je passe sur Eberhardt, premier reporter de guerre, ou sur Alexandra David Niel, qui va arpenter le Tibet, qui va inaugurer un journalisme des lointains, qui va financer son entreprise par le journal, et qui va en quelque sorte créer une sorte d'archéologie médiatique du documentaire. Alors, j'ai encore 2 modèles, je vais avancer rapidement. Le journal d'après 1918 s'ouvre plus largement aux femmes, et notamment aux femmes de lettres, qui presque toutes, à l'instar de Colette que vous voyez ici, ont à côté de leur activité en librairie une tribune journalistique, qui est aussi très souvent une sorte d'atelier d'écriture, où elles essaient des choses. Colette, par exemple, elle a publié sous forme de chronique Le blé en herbe. D'accord ? Ensuite, on compile et on publie. Alors, ces femmes-là sont des femmes en vue. Elles sont scandaleuses. Elles font la couverture des magazines comme Femina ou La Vie Heureuse. Elles sont aussi parfois spectaculairement mises en scène, comme ici Lucie de la rue Mardru sur un dromadaire. Mais c'est vrai que leur réputation dans l'imaginaire et le discours social laisse beaucoup à désirer. Ayant une vie publique, elles sont très souvent assimilées à des filles publiques. Ou alors la presse stipendie fustige leur sexualité toujours débridée et souligne leur tendance au saphisme, enfin, etc. Du côté des écritures dans le journal, elles ont fréquemment débuté par le conte et ensuite elles se forment sur le tas à toutes les rubriques, chronique sportive, chronique judiciaire, journalisme social. On trouve des femmes partout et aussi elles utilisent aussi les techniques d'identification et d'immersion inventées par la Fronde, et certains feront même un journalisme de scandale qui joue volontairement le reportage à scandale dont je vous parlais tout à l'heure, Un mois chez les filles, où elles s'amusent à incarner des reportages des lesbiennes, utilisant, en fait, retournant une fois de plus le stigmate, et puisqu'on se moque d'elles, prenant ces identités. Donc toutes ces sapho sont extrêmement polyvalentes, contrairement aux générations précédentes, mais pour la majorité d'entre elles, l'exploit journalistique, la recherche du scoop, les intéresse moins que l'écriture elle-même. La catastrophe, en quelque sorte, c'est que ces femmes-là, elles ont été largement oubliées de l'histoire de la presse et de l'histoire littéraire. Il y a eu un très beau livre américain, parce que c'est surtout les Américains qui travaillent sur les femmes, qui disaient que c'était la Forgotten Generation. Et vous voyez ici, à part Colette, en fait, toutes celles-là ont disparu, alors qu'elles avaient une œuvre romanesque, notamment, énorme. Même Germaine Beaumont, on n'en entend plus beaucoup parler aujourd'hui. Enfin, mon dernier modèle, à la fin des années 20, apparaissent une quinzaine de femmes, grands reporters, André Violis, Tita Ina, Paul Herford, qui remettent en cause de manière frontale la ligne de genre et le fait que les femmes fassent un journalisme différent. Ce sont les Dalila, celles qui veulent prendre la place des hommes. Comme Joseph Kessel ou Albert Londres, elles arpentent les continents, elles mettent leur vie au service de l'information. Alors voilà par exemple Tita Ina, qui est spécialisée dans le reportage à grand spectacle, le reportage avionné, les atterrissages spectaculaires. Elle fréquente tous les théâtres d'actualité sensible, la Russie, la Chine, le Japon, le Mexique. C'est pour ça que j'étais un peu ennuyée par la présentation de Marc Martin. Aucun terrain ne leur est plus interdit. Les difficultés
malgré les difficultés évidemment qu'elles rencontrent pour s'imposer dans les rédactions, malgré les discriminations qu'elles subissent et malgré évidemment les obstacles que le reportage constitue pour leur vie privée. Alors, elles sont, peut-être il y a une grammaire légèrement genrée, hein, elles sont réputées pratiquer plus volontiers un journalisme empathique et compassionnel, elles se déguisent très souvent pour se fondre dans la population, comme Eberhardt, elles recourent plus souvent à l'interview que les hommes, et elles utilisent un ethos parfois un petit peu différent. Mais ce sont cependant, évidemment, de toutes les femmes journalistes que j'ai vues, celles qui sont le plus près d'abolir la différence genrée et d'indifférencier les pratiques et les écritures. Donc en gros, pour terminer, les femmes journalistes du 1er et 20e siècle, qu'elles soient des Pénélope, des Cassandre, des Bradamante, des Amazones, des Sappho ou même des Dalila, elles se créent leur posture et leur mode d'intervention dans la presse en fonction des contraintes qui s'exercent sur elles du fait de leur identité genrée. Vous voyez, le champ des possibles s'ouvre petit à petit dans ce rapide parcours que j'ai fait, mais aucune femme, ça j'en suis absolument persuadée, ne peut écrire dans la presse à cette époque sans tenir compte de cette contrainte initiale, quel que soit le scénario qu'elle va adopter. Et toutes ces pratiques, toutes ces postures mobilisent de la fictionnalisation de soi et des autres et de la subjectivisation, c'est-à-dire de la mise en scène de soi sur le terrain. Et donc, ces pratiques d'écriture ressortissent autant au code littéraire qu'à ceux du journal. C'est pour ça que mon livre s'appelle « Femmes de presse, femmes de lettres ». De toute façon, elles sont toutes femmes de lettres, elles ont toutes une bibliographie longue comme ça, même celles dont vous n'avez jamais entendu parler. Elles ont toutes écrit des dizaines et des dizaines de romans, etc., en même temps que leur œuvre dans le journal. Donc, être femme de presse avant la Seconde Guerre mondiale, c'est être femme de lettres, et vice-versa. Et je m'arrêterai ici, j'aurais beaucoup d'autres choses à dire, mais je m'étais engagée à faire 1 heure, et pas plus.